Bonjour tout le monde, mon nom est Sean Sasnick et je vous souhaite la bienvenue à un atelier pour le projet eStudio. Aujourd'hui, on va parler de deux choses au niveau de de deux grands volets plutôt, au niveau de la percussion et les batteries. Donc, les deux volets vont traiter du côté créatif et aussi du côté technique, de comment travailler un arrangement et comment enregistrer et présenter cet arrangement par la suite. Alors, merci d'être là. Alors, si vous travaillez avec une batterie électronique, peu importe la compagnie, Roland, Alesis, Yamaha, moi, ma batterie électronique, j'ai un setup Yamaha. Il est un peu plus vieux, mais il me sert encore très bien. C'est quand même assez simple pour faire ce genre d'enregistrement. Normalement, en arrière ou quelque part, il va y avoir des sorties. Et maintenant, je ne parle pas du tout de la sortie pour la prise pour les écouteurs. Ça, c'est en avant, mais on ne parle pas de celle-là. On parle de les sorties où ça va tout simplement dire output. Normalement, il y en aurait deux. Il y a un left et un right, gauche-droite. Left, c'est mono. Donc, si vous voulez enregistrer un signal mono, vous branchez tout simplement le fil, quart de pouce, dans la sortie mono, et de là, soit directement, si votre carte de son est équipée avec des entrées quart de pouce, on peut brancher l'autre bout du fil directement dans la carte de son en quart de pouce, ou si vous préférez, avec une boîte directe, si vous en avez un, c'est une meilleure façon de procéder. On la branche dans la prise, le input de 1/4, et la sortie XLR qui irait par la suite à votre console ou à votre carte de son. Si vous voulez enregistrer la batterie en stéréo, donc, ce qui peut être le fun aussi, pour avoir l'image un peu plus réaliste par rapport à l'emplacement de les morceaux individuels de la batterie, vous prenez l'autre prise tout simplement, qui est la right, droite, et encore une fois, si vous connectez directement à votre carte de son, excellent. Si vous avez une boîte directe ou une deuxième boîte directe, dans mon cas ici, c'est une boîte directe stéréo, donc ça me permet de brancher deux choses. Je branche les prises XLR ici à votre carte de son ou à la console dans laquelle vous enregistrez. Et voilà, le tour est joué. C'est aussi simple que ça pour enregistrer une batterie électronique. La raison pour laquelle on veut prendre les sorties de output et non la sortie des écouteurs, c'est que si vous générez un métronome ou si vous utilisez l'entrée auxiliaire pour écouter la toune et donc jouer avec la toune, le tout va se rendre, dans le cas d'une prise d'écouteur, tous les signaux vont se rendre là. Donc, vous allez être en train d'enregistrer non seulement la batterie, mais aussi votre métronome et l'audio avec lequel vous jouez. Donc, on a vu ça. On veut enregistrer tout simplement les sons de la batterie. Donc, c'est normalement, par défaut, sur la majorité de les drums électroniques, les sorties output sont uniquement pour les sons de la batterie. Si il y a moyen de le faire en sorte pour que le métronome puisse passer par là aussi, mais il faudrait jouer dans les menus et ça, faudrait consulter donc soit online ou le manuel physique si vous en avez un. Donc voilà pour la batterie électronique. Alors nous voici au premier setup avec un seul microphone. Alors j'ai pris un SM58, c'est juste un microphone dynamique, ordinaire. Rien de spécial, pas trop cher. Plusieurs personnes ont déjà ça peut-être dans leur collection. Ou à l'école, au moins, c'est certain qu'il y en a qui traînent. Et la meilleure façon de le placer, si on a un seul microphone, c'est d'essayer de capter la batterie au complet avec un micro. Donc, évidemment, on va capter un peu moins de la grosse caisse, du bass drum. Mais si on place le microphone proche du
le centre de tout le kit. Et par cela, je veux dire qu'il vise quelque part entre le snare et le bass drum, entre les toms, entre les cymbales. J'ai pas placé de crash ici parce que je voulais qu'on soit capable de se voir, ou au moins vous êtes capable de me voir. Et ça donne un résultat un peu comme ceci. Je vais jouer un petit peu avec chaque différent setup de microphone. Donc, un microphone placé ici, à peu près central au niveau du kit. La hauteur, ça, vous pouvez jouer avec ça dépendamment de qu'est-ce que vous aimez de votre salle aussi, comment elle est traitée ou pas. Alors, voilà, ça c'est ce microphone-là qui vise un peu plus vers le bas ici. Donc, qui vise alors le centre du setup. Et ça donne ceci. Alors, pour le deuxième essai, on voit ici que le 58 est toujours à sa même place et j'ai rajouté un micro dans le bass drum, donc dans la grosse caisse, hein, voilà. J'ai mis un SM57, donc un microphone très semblable au fameux SM58. Encore une fois, on parle de microphones vraiment pas très chers, mais qui font très très bien la job, qui peuvent, dans le fond, capter presque n'importe quoi. Donc, on a maintenant le setup avec les deux microphones, SM58 en position overhead ou kit central, SM57 vraiment juste à l'intérieur du bass drum sur une petite serviette, quelque chose, ou souvent il y en a qui ont des oreillers dans leur bass drum, c'est parfait. Pas besoin de stand, si vous voulez, ok. Pas 100% nécessaire, moi je l'ai tout simplement déposé sur une serviette dans le bass drum. Alors, et voici à quoi ressemble le setup prise à deux microphones, comme ça. Alors, pour la troisième prise, on parle d'avoir maintenant accès à 3 microphones. Donc, et ceci nécessite un petit changement par rapport au setup avec 2 microphones. Alors, notre fameux overhead du SM58 qui était auparavant autour d'ici, maintenant monté beaucoup plus haut. Comment est-ce que je calcule, où est-ce que je le mets? Parce qu'ici, avec plusieurs microphones, il faut faire attention à la différence entre les phases. La phase, c'est quelque chose que je peux expliquer tantôt, mais on veut éviter qu'il y ait des cancellations de phase qui peut faire en sorte que notre son de batterie soit plus mince et qui manque un peu de basse fréquence, de robustesse dans le son. Alors, très facile, il y a 2 microphones par-dessus. Celui dans le bass drum, le SM57 est resté pareil. Je ne l'ai pas touché, il est toujours là, couché sur la petite serviette. On a rajouté un autre microphone. Je ne sais pas si je peux le pogner ici, là, dans le... En tout cas, ouais, il est là-bas. Là. Vous pouvez le voir. Vous pouvez le voir. Présentement, il est juste ici, là. Donc, ça, c'est un 56 qui est quelque part entre un 58 et un 57. Pas côté chiffre, mais côté son. Alors, donc, 3 microphones complètement différents. C'est pas grave ici pour ce qu'on fait. Ce qui est important, par contre, c'est que la distance entre le centre, excuse-moi, du snare ici et le microphone en haut soit exactement la même distance entre le centre et le microphone
qui se trouve par ici, le microphone que je vais appeler tout simplement floor. Comment mesurer ça et comment le faire? Ben, c'est sûr qu'on peut faire des calculs avec un tape à mesurer, mais en vraie vie, quand on s'installe, des fois, c'est plus simple de prendre nos instruments à mesure, les baguettes dedans. Donc, je le mets au centre. Le premier, je le dépose au centre du bass drum, du snare drum, ici, voilà, ça caisse clair. Et maintenant, ce microphone ici en haut, il pointe directement vers le beater du bass drum. Donc, il vise ça. Ça, je ne peux pas vous le montrer avec la caméra, mais il vise là. Et ce qu'on veut s'assurer, c'est en mettant les baguettes d'un bout à l'autre, qu'on est à peu près à ça. Là, j'ai laissé environ 1 pouce entre le bout de la baguette ici et la capsule du microphone, ou ben, au moins l'extérieur du microphone. Maintenant, ce que je veux faire, je veux m'assurer que tout en baissant la baguette ici, je veux que ce microphone-là arrive au bout de la baguette. Comme vous ne voyez pas très très bien à cause des guitares qui sont là, mais comme c'est là, elle est trop loin. Donc, je vais me réorienter un petit peu. Je vais le retirer vers moi. Ou le tirer vers moi plutôt. Centre snare drum. Maintenant, il y a environ peut-être la moitié d'un pouce. Je vais juste le reculer un petit peu. Pas besoin d'être précis, genre au millimètre près, mais bon, le plus précis que c'est, le mieux que ça va aller. Voilà. Donc ça, c'est assez semblable. Donc, on parle, encore une fois, SM58 en haut, environ la distance de 2 baguettes collées ensemble et plus 1 pouce. Et celui là-bas, par-dessus le floor tom, même chose, 2 baguettes plus 1 pouce. On ne veut pas nécessairement viser le floor tom. Ce qu'on veut viser, c'est complètement l'autre côté. Donc, viser le hi-hat en bas ici. On essaie de viser ça avec le microphone qui est là-bas. Donc, l'ensemble de ceci. Et quand vous réécoutez ceci, si vous connaissez le panning, donc comment on sépare les sons lorsqu'on prépare des tracks, on va parler de ça un peu plus tard. Ce qu'on veut faire, évidemment, le bass drum, lui, il reste dans le centre. Et ceux ici, ça a l'air un peu bizarre, mais on veut les ouvrir, on veut les panner un peu. On peut vraiment faire 100% des 2 barres, complètement ouverts comme ça. Mais idéalement, ce qu'on veut, c'est que celle-ci soit à environ, et là, vous pouvez le placer d'un bord ou de l'autre, tout dépendamment de comment est-ce que vous aimez entendre vos drums. Il y en a qui aiment ça, entendre ça de la façon comme s'ils sont assis derrière le drum, ou il y en a qui aiment ça entendre l'image, voilà, l'image de les drums, comme s'ils sont en train de regarder le drummer en spectacle. Donc, moi, dans mon cas, je préfère mixer la largeur, l'image du drum pour être comme si j'étais assis en avant du drum en train d'écouter une performance live. Donc, moi, je prendrais ce micro ici et je le mettrais environ à 30%, 30% vers 30% vers la gauche. Et l'autre, environ entre 50 et 60% vers la droite, ou vice-versa si vous préférez. Mais la division, c'est entre 30 environ à 50 et 60, dépendamment de ce qui sonne le mieux avec l'image. Pour ce qui en est de ce que vous êtes en train de faire, préparer des tracks pour envoyer. Pour le projet studio, c'est pas vraiment important d'être super précis à ce niveau-là, mais tout simplement de trouver quelque chose que vous aimez. Donc voilà, ce que vous allez entendre, ça va être le fameux 30-60. Et ça sonne maintenant avec les 3 microphones, un SM57 dans le kick, un 58 par-dessus, et celui ici à ma droite, votre gauche, le 56, qui est un peu entre les deux. Encore une fois, on parle de microphones pas très chers, on n'a pas de condensateur ici, c'est des microphones dynamiques, environ 100$ chaque. C'est pas un gros setup. Alors, voici ce que ça sonne.
voilà pour les 3 suggestions de comment placer les microphones si on est limité côté équipement, côté emplacement, côté budget. C'est certain que dans un monde idéal, si on était capable, pas besoin de ça, dans un monde idéal, si on était capable, on pourrait mettre un microphone sur chaque tambour et une paire de overhead, un room mic, 2 micros sur le kick, un micro en dessous du snare, des choses comme ça. Mais pour nos besoins, à iStudio, on cherche vraiment juste à capter la performance le mieux possible. Les performances ne sont pas choisies basées sur la qualité de l'enregistrement. Ce n'était que pour vous donner des exemples de comment on peut se placer facilement pour avoir quelque chose qui a de l'allure et qui s'écoute assez bien pour voir toutes vos parts individuelles par rapport à l'arrangement que vous avez créé pour la chanson. Une autre option, au lieu de... Et pourquoi j'ai choisi ce genre de placement bizarre avec un microphone par-dessus l'autre à côté du Fortum, au lieu de tout simplement mettre 2 microphones, un à chaque côté du kit. Ça aussi, c'est très bon, ça peut être correct, ça. Mais dans mon expérience, si je n'ai uniquement que 3 microphones, cette position ici, qui a été développée dans les années 60, a fait beaucoup d'albums aussi. Il y a beaucoup d'albums qui ont été enregistrés avec cette technique-là. C'est que je trouve que ça représente mieux l'image de la batterie comme un instrument et non comme plusieurs instruments séparés. Mais voilà, c'est un choix personnel. C'est un choix que j'utilise souvent en studio quand j'ai quand c'est soit moi le batteur ou quand j'ai des batteurs, quand je travaille au niveau de la réalisation ou au niveau technique avec des artistes ou des musiciens. Fait que voilà, nos 3 prises. Vite fait, 1 microphone, 2 microphones, en rajoutant un dans le bass drum, et 3 microphones dans la position bizarre ici, qui s'appelle vraiment la position Glyn Johns. C'est le nom de l'ingénieur qui a inventé ce setup-là. Alors, voilà, à tout de suite. Étranger par Serge Monette. Les mêmes punches que le restant du band pour les accentuer. Un full build-up pour faire un drop-out complet pour le premier couplet. Question de laisser passer le texte, le chanteur et la guitare tout seul. Retour avec des punches, le restant du band pour faire un build tranquille pour nous amener au premier refrain. Alors, premier refrain, beat assez simple pour pas prendre trop de place encore, pour laisser de la place pour développer la chanson. Les punch encore, et maintenant, deuxième couplet, même genre de groove que le premier refrain, encore une fois, pour pas trop ouvrir les choses. Un petit punch pour accentuer combat. Deuxième refrain, on ouvre ici un petit peu plus avec la ride pour continuer l'évolution côté dynamique de la chanson. Refrain double, alors on remplit un peu le tout. On s'en va au bridge instrumental, donc ça ouvre encore un peu plus. Un peu plus busy au niveau du kick drum. Quelques punch. Et on s'en va au solo de l'orgue. En fait, c'est un back and forth entre l'orgue et la guitare. Quelques shots, quelques fills, mais rien pour enlever
l'importance de les solistes. Gros build ici pour retourner à l'extro vocal. La finale avec les gros punch à la fin. À noter, il y a un overdub de tambourine dans cette chanson-là. Donc, souvent, j'ai choisi de ne pas trop mettre de l'emphase au niveau du hi-hat pour ne pas enlever la place aux fréquences hautes qui sont détenues par la tambourine. Hostage par Matt Thibault. Alors ici, vraiment simpliste comme approche pour ajouter un peu au côté mystérieux de la toune. Avec des petits espaces aussi, en laissant respirer. Donc, ne pas jouer le hi-hat complètement en travers, mais de prendre des petites pauses, ça crée aussi une sorte de tension. Petite note pour le snare ici qui est tuné vraiment bas. Question de rajouter à la pesanteur de la toune aussi. Des fois, les choix sonores sont aussi importants que la création de la part elle-même. Des fills pas trop busy, justement pour laisser sonner pleinement les tambours individuels, soit le snare, le tom et le floor tom. Donc, avoir la durée maximale de la note de chaque tambour. Exactement comme ça. Changement de section ici, un genre de petit bridge instrumental. En rajoutant la ride, on crée un petit côté un peu plus atmosphérique pour accompagner ce qui se passe en dessous. Encore des fills vraiment simples pour laisser sonner la note au complet au niveau des toms. Coupe de ghost note de plus au niveau du snare pour faire changement depuis le premier couplet. Retour au ride. I guess on pourrait considérer ceci le refrain de la toune. Le bridge, fait qu'on build tranquillement ici. Le ride devient un peu plus noisy. Je rentre dedans un petit peu plus. Ça rajoute encore une fois la tension puis le build de passion dans la toune. On tombe à super minimaliste, kick et snare seulement. Pour avoir un gros impact quand la hi-hat retourne. Retour au pattern du premier couplet, donc plus de ghost note sur le snare.
Ici, on va jouer avec l'intensité du silence en prenant des breaks. Vraiment efficace. Extro de la fin, retour sur la ride pour laisser ouvrir les choses un peu, avec l'arpège de clavier en dessous. Là, on crache vraiment beaucoup plus là, sur la ride pour builder encore pour faire la finale ici. Accentuer le vocal. Et voilà, vraiment un exercice en côté minimaliste, ce qui mettait en valeur non seulement le texte, mais l'arrangement des autres instruments dans cette pièce-là. Silence radio par En Bref. Cette fois-ci, un choix d'utiliser juste le shaker pour l'intro et le premier couplet, laissant la place aux guitares et à la voix. Ton silence s'amplifie comme un feedback qui rugit. Et oui, j'ai tendance, quand j'ajoute du shaker, il faut que je fasse un switch assez vite, d'avoir l'autre baguette sous mon bras, ce qui facilite ma chorégraphie, si on veut. Je subis la fréquence. Il va y avoir une entrée assez particulière ici parce que ça ne serait pas sur le downbeat. Donc, le bassiste et moi, on a choisi de ne pas rentrer sur le 1. Question un peu plus surprenante et différent pour la toune. Radio. Donc, on est rentré sur le « et » entre le 1 et le 2. Silence d'indifférence qui dit j'en ai assez. Un choix d'avoir sur le hi-hat l'accent un peu syncopé et en même temps ne pas jouer le hi-hat tout le long. Laisser l'espace vraiment au snare de prendre tout l'espace sonore au niveau du drum. Se taire à tue-tête dans une rage de mots. Une tempête de requêtes, c'est peut-être l'orage qu'il nous faut. S'en va au premier refrain. Il garde le même genre de off-beat, mais cette fois-ci sur la cloche de la ride. En même temps qu'il vient renforcer la part de mandoline qui est en dessous, qui fait le même genre de upstroke. On rentre dans une section assez atmosphérique ici, là. Donc, vraiment, jeu de cymbales et de kick sur le 2 et le 4. Laissant la place aux autres instruments. Tout en me permettant quand même de m'exprimer de façon intéressante. Quelques fills, des petits patterns assez busy sur les cymbales, mais qui prennent pas trop de place. Côté sonore. Et maintenant, on revient sur le 1. Juste pour ne pas se répéter. On a décidé quand même de mettre un petit punch intéressant ici, là. C'est le fun quand on peut mettre des punchs ou des accents dans une chanson
pile pas sur la voix. Engourdi et consumé, je t'aime sans réponse et sans retour. Je subis la Retour au refrain, retour à la ride, encore le bell de la ride syncopé avec la mandoline. assourdi par la violence de ton silence. Ton silence. Silence radio. Une bonne façon de laisser sonner les cymbales le plus longtemps possible quand il y a un fade-out de les autres instruments qui restent jusqu'à la fin. Voici Strikeout, une pièce de John Miguel. Cette fois-ci, on fait part d'une pièce instrumentale. Donc, évidemment, des punchs au début, en tutti avec tout le restant du band. Petit espace pour laisser installer le groove de la guitare avant de rentrer le restant du groove. À bien remarquer ici le kick qui suit parfaitement la basse. Beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'instrumentation, donc l'idée de rester vraiment juste pocket avec le groove, c'est super important. Deuxième section avec la ride et retour au punch. Kick drum et guitare basse super serré. C'est ce qui drive une toune de même. Ride pour la deuxième section. Punch. Ici, on va se préparer un peu pour la section de solo. Quelques petits shots de plus pour encore accoter la basse. Comme ça vient pour cette tune ici se trouve sur un album de guitaristes virtuoses. Faut pas prendre trop de place durant les solos. Même que je devrais même pas parler. Ah. Donc, au niveau de la groove, on garde ça vraiment simple. On annonce les changements d'accords avec le restant du band, puis c'est tout. Kick drum toujours locké avec la bass. On change le pattern de ride un petit peu. On est syncopé ou offbeat sur les up, sur le crush de la ride. Retour à la section B avec le fill encore. Alors ici, pour faire un petit peu de fun, j'avais décidé de
de jouer le même genre de pattern que la guitare fait en descendant sur les tomes. Dernier B pour sortir avec le fill pour la finale. Et ici, j'ai pogné les cymbales pour arrêter le son pour que la durée de la note au niveau de la cymbale soit exactement la même durée que les notes de la basse et de la guitare pour pas qu'il y ait comme une espèce de trail par rapport. Donc, tout le monde a vraiment arrêté exactement au même moment. Voilà. Tactique par Trisha Foster. Alors, un feel un peu plus latin, du moins le plus latin que moi je peux sonner. Vu qu'il y a déjà une partie de conga sur la toune, j'avais décidé de ne pas trop en mettre au niveau du drum. Donc, je regardais ça juste le hi-hat et kick drum pour les couplets. Puis maintenant, encore une fois, vu qu'il y a des shakers qui se passent dans le refrain ici, je n'avais pas à m'occuper de la section des hautes fréquences. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de cymbales tant que ça. Tout le groove se passe sur le snare et le kick. On tourne au couplet. Laissant la place pour le percussionniste qui aussi est moi, mais bon, pas en même temps. Deuxième refrain. J'essayais de bâtir cette partie de snare pour que ça matche avec le plus possible, anyway, avec la guitare électrique qui fait le rythme aussi. Genre de petite réponse à ça. Là, on tourne au groove de l'intro pour le solo de trompette. Donc, steady ride avec des snares qui peut un peu syncoper là-dedans, tout en laissant assez de place pour la trompette. Ici, on va faire un petit break pour mettre de l'emphase sur le texte. Juste ici. Retour au refrain. Ici, on va faire un refrain double, donc faire un beau petit fil entre les refrains. Toujours le fun. Surtout le syncopé en triolet avec toute le band. Et un gros fil pour sortir. Et ici, tout ring à sa longueur pleinement parce que pourquoi pas? Spotless Mind de Chris Colpaw. Alors ici, j'ai pas mal plus de drums parce que j'avais besoin de plus de son dans cette tune ici. Groove de base, le kick suit encore une fois beaucoup l'espèce des punches faites par la guitare et la basse. Ici, on est encore un peu ouvert pour la première moitié du couplet. Ensuite, ça va être plus tight avec un son de snare plus aigu pour le deuxième bout. Avec des ouvertures. Fill pour le refrain. Vraiment à côté la basse, puis la guitare rythmique encore avec le kick. Premier solo git ou interlude peut-être. Mais on garde le même pattern pour le reste et on va retourner au couplet. Première moitié avec les hi-hats ouverts.
avec un petit fill pour le fun. De retour au petit snare avec les pauses. Retour au refrain. Un petit accent avec les China. Maintenant, on va tomber dans le bridge instrumental. On va se servir vraiment des tomes là, pour faire un genre de petit build mystérieux qui va ajouter à la tension de la toune. Faire un gros stop pour laisser la ligne de basse passer. Écoute, avec une killer ligne de basse de même, là, tu peux laisser toute la place. Tasse-toi, mon drummer. Les accents avec le soliste. Punch avec le soliste. Vive le rock and roll. Right or Wrong par Kings of Our Kin. Killer bass tone pour partir ça. On va rentrer le plus simple possible ici. Des fois, c'est le fun de faire des flammes sur le snare. Ça donne une épaisseur aux 2 et aux 4 qu'on n'a pas normalement. Le genre de pré-chorus, on rajoute des tomes. Des accents avec la China. Gros wash pour le refrain sur le China. Mais pas trop busy quand même, parce qu'on veut pas occuper toute la place. De retour au même groove de l'intro, avec une belle pause puis un super fill de drum. Tout de suite, de retour sur les tomes. Des fois, ça peut être très payant de faire nos patterns de ride ou de hi-hat sur les tomes au lieu de sur les cymbales. C'est juste question de faire différent un peu, explorer d'autres sonorités. Punch. Le refrain avec le China encore. Solo de guitare ici, mais plus un solo atmosphérique, donc on va rajouter à l'atmosphère, côté atmosphère avec une ride qui est assez bruyant. Il y a de la place pour des gros fills de drum aussi, pourquoi pas. De retour au pré-chorus, avec les punches encore sur le China. Oh, et la hi-hat cette fois-là, pourquoi pas. Gros fill.
C'est le fun quand il y a des espaces dans les textes, dans les changements de section de tune. Tu peux te permettre de mettre un fil de drum, quelque chose d'un peu plus busy, sans piler sur les autres instruments ni le chanteur. Grosse finale, on arrache tout ici. Et voilà. Évidemment, lors de ce projet ici, vous allez être obligé de travailler avec un métronome. C'est la seule façon vraiment qu'on puisse travailler à distance comme ça. Alors, les tracks qui vont être fournis sur laquelle vous allez être capable de rajouter vos batteries, vos percussions. Il risque d'être ce qu'on appelle un ghost. Ça va être soit comme guitare et voix ou peut-être piano et voix ensemble pour donner la structure de la tune. Et aussi un métronome. Donc, un genre un click track, quoi. Et il va falloir donc, excuse-moi, pour être capable de tout faire un bon line-up de ce que vous jouez et ce qui existe déjà, ça va être de travailler avec ce métronome-là. Pour la majorité des batteurs, c'est au début, c'est toujours un challenge pour être capable de devenir à l'aise. Donc, je peux vous donner quelques trucs, des choses à pratiquer pour vous mettre un peu plus à l'aise. Donc, si vous avez un métronome et des écouteurs, c'est toujours une bonne idée de réserver une partie de votre session de pratique pour travailler avec un métronome. C'est très important parce que la majorité des choses qu'on fait doivent être in time. Alors, on peut pratiquer avec un métronome, tout simplement avec une petite paire d'écouteurs et un métronome physique comme ça. Ou souvent maintenant, on est tous rendus avec des laptops, avec des petits logiciels pour enregistrer, que ce soit GarageBand ou autre logiciel, Pro Tools, n'importe quoi. Moi, je travaille avec Reason ici. Et ils sont tous capables de générer des métronomes. Donc, on peut simplement pratiquer avec des écouteurs et avec le métronome qui joue et de rester bien locké avec ça. Quelques petits trucs pour nous aider à se sentir à l'aise, et il y en a une couple qui ça va sonner peut-être un petit peu banal, mais le meilleur pour s'habituer à travailler avec un métronome et rester genre en super tight avec le métronome, c'est de pratiquer avec un paquet de différentes vitesses. Mais pas tout en même temps, c'est pas ça que je veux dire, mais d'être capable de choisir, mettons qu'on veut travailler à 100 BPM, donc 100 beats per minute qui appelle, qui ressemble, c'est une vitesse bon, pas qui ressemble, mais qui est ça. Ça, c'est 100 BPM. Donc, on peut mettre le métronome. Et l'idée ici, c'est de s'habituer à jouer à plusieurs différentes vitesses et qu'on soit à l'aise à tout ça. Parce qu'il y a une différence entre 100 et 101. C'est une très petite différence, mais quand même, c'est une différence qui existe. Donc, ce qu'on veut faire dans notre temps de pratique, si on garde un petit 15 minutes dans notre temps de pratique, et on divise ce 15 minutes-là en groupe de 3 minutes. Donc, tu as 5 petits blocs. Tu peux commencer une journée à faire tout simplement de garder un rythme très simple. L'important, c'est pas de jouer des affaires compliquées, c'est d'être capable de suivre le métronome. Donc, tu peux prendre le premier 3 minutes et jouer avec le métronome à 100 BPM. Ensuite, tu arrêtes, tu switches le métronome à 101. Un autre 3 minutes comme ça. Ensuite, 102, un autre 3 minutes, 104, 105, puis ça va faire votre bloc de 15 minutes. J'ai commencé à 100 juste parce que c'est pas vraiment important où est-ce que vous commencez, mais l'idée, c'est de monter par 1 BPM à chaque fois. L'idée de ça, c'est que quand vous vous trouvez dans une situation où vous êtes obligé de jouer
pour accompagner quelqu'un. Et mettons qu'il y a des séquences, il y a des tracks, il y a un métronome, il y a quelque chose à suivre. Même si des vitesses comme 102, 103, on voit ça moins souvent que d'autres vitesses comme 120, on le voit tout le temps, des 80, 85, 95, c'est des vitesses 140, des vitesses très populaires dans ce qui est dans la musique. Mais au moins, vous avez dans votre corps une espèce de mémoire comme, OK, j'ai déjà joué une toune, parce qu'une toune, c'est environ 3 minutes, mais j'ai déjà joué une toune à 100, à 101, à 102, à 103, à 104, à 105. L'idée, c'est d'être capable de jouer à toutes les vitesses et que notre corps ait la chance de se souvenir de, ah oui, j'ai déjà fait ça. Donc, c'est pas bizarre pour moi. C'est pas de, OK, j'ai juste pratiqué à 100, mais là, il faut jouer à 102. Oh, qu'est-ce que je fais? On va avoir l'impression que le métronome va trop vite. Donc, ça, c'est une bonne technique pour faire ça. Et vous pouvez commencer où vous voulez et garder, comme je dis, un petit 15 minutes dans votre régime de pratique. Pour ça, ça va être idéal. Un autre petit truc, c'est d'avoir, et si vous avez comme un genre de logiciel que vous pouvez programmer quelque chose, c'est d'avoir le métronome à une certaine vitesse. Dans ce cas ici, il est à 100, le métronome, 100 BPM, et d'avoir des mesures où le métronome arrête de jouer. Donc, vous avez, par exemple, comme ça. OK. Ça n'a pas fonctionné. C'est ça. C'est ce qu'on veut, c'est avoir un bout où ça ne jouera pas. Une minute là. Ah, c'est parce que des fois, on fait des erreurs. C'est pas grave. Alors, on a le métronome ici, là, qui joue pas. Qui joue pendant quelques mesures. L'idée, c'est d'être capable de jouer avec le métronome, donc pendant quelques mesures. Ensuite, il y a une mesure où il n'y a pas de métronome. Puis le but dans ce jeu ici, c'est un jeu de batteur, c'est d'être capable de garder le même tempo sans ralentir ou sans accélérer durant le trou où il n'y a pas de métronome. Donc, notre corps s'habitue à jouer à des certaines vitesses. Et encore une fois, c'est une autre chose où on peut changer souvent de vitesse. L'exercice donne ceci, par exemple. Je n'ai pas de drum, mais... On reste le plus solide possible. Il y a un gros challenge qui s'en vient, il y a 2 mesures. Etc. Et maintenant, je l'ai fait tout simplement en tapant les mains. C'est une bonne façon de le commencer. Quand vous n'avez pas votre set de drum, on s'habitue aux espaces. Et souvent, quand il y a des espaces, des fois, on panique un petit peu, puis on ralentit ou on accélère. Et ceci, c'est un bon truc pour nous aider à ne pas faire cela. Et voilà, c'est le métronome, dans le fond, c'est notre ami. Il faut s'habituer à jouer avec le métronome. Parce que c'est lui qui dirige. On n'a pas le choix de le suivre, surtout dans un contexte comme celle-ci, où les pièces viennent d'un peu partout. Et une fois qu'on va se retrouver en studio pour enregistrer la pièce finale, il va y avoir un métronome à suivre. Ça, on n'aura pas le choix. C'est la façon pour garder toutes les choses en ordre et bien alignées. Alors voilà. Une fois votre piste de drum terminée, ça va être le temps d'exporter vos fichiers pour être capable de l'envoyer à l'équipe de eStudio pour qu'ils puissent faire un montage et donc le présenter au juge pour qu'ils puissent choisir quelle piste convient le plus à la chanson ou aux chansons s'il y en a plus qu'une, je ne sais pas trop encore. Assez simple, on veut juste s'assurer que la chanson qui a été envoyée, donc le Ghost Track, qui est soit guitare-voix ou piano-voix, je ne sais pas trop en ce moment, ainsi que le métronome, et
votre piste de drum, faut que faut que toutes ces pistes-là partagent le même point de départ. Donc, une fois que vous avez importé la chanson dans votre projet, peu importe le logiciel, il faut s'assurer que quand vous faisiez l'exportation, que vous exportez de certainement juste votre piste de batterie, c'est pas nécessaire d'envoyer ou de renvoyer le métronome ou le ghost track, la musique qui est là, la chanson. Donc, vous voulez choisir tout simplement, et vous pouvez le faire en solo ou en mutant les tracks qui ne sont pas votre batterie pour envoyer. Et en s'assurant que tout part en même temps. C'est ça qui est important. Faut que ça parte en même temps pour que ça soit facile à l'autre bord au niveau de l'équipe de studio pour qu'ils puissent monter toutes les différentes parts de batterie dans la chanson pour être capable d'envoyer des mix de tout ça au juge pour choisir celle qui convient le mieux à la chanson. Donc, il faut s'assurer d'avoir le même zéro. Évidemment, il faut que toute la piste soit là. Il faut aussi s'assurer que pour faire l'exportation, il y a plusieurs façons d'exporter des fichiers. Souvent, quand on va pour faire l'exportation, on peut choisir, souvent c'est soit en format WAV, des fois c'est en format MP3 ou en format AIFF, qui est un format qui est uniquement Mac. Idéalement, si vous pouvez faire l'exportation en format WAV, ça serait parfait. C'est ce qui est le plus facile à partager et à faire en sorte que ça fonctionne avec tout. Si vous êtes par contre obligé de l'exporter en format AIFF pour une raison X, je ne sais pas. Je sais quand même au niveau de les logiciels de base, des choses comme GarageBand, on a le choix. On peut choisir de faire l'exportation en format WAV. Donc, si vous pouvez faire ça, excellent. Sinon, on va être capable de le convertir de notre côté. Donc voilà, super important que toutes les pistes partagent le même zéro pour que tout reste synché avec les métronomes, avec la chanson. Idéalement en format WAV. Si vous êtes obligé de convertir en format MP3 pour que ça soit plus petit, parce que des fois, quand on habite quelque part où l'Internet n'est pas super rapide, on peut faire une version MP3 et envoyer ça par après aussi. Ça, c'est pas un problème. On peut accepter ça aussi. Alors, voilà pour l'exportation. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. J'espère que ces conseils vous ont été utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec l'équipe de eStudio. Et je vais me rendre disponible pour répondre à vos courriels si vous avez des questions un peu plus spécifiques par rapport à certaines choses ou vous avez le goût que j'approfondisse un peu plus sur certaines choses. N'hésitez pas d'envoyer un courriel et de communiquer avec l'équipe de eStudio qui vont me transmettre vos messages et je devrais être capable de vous répondre via courriel suite à tout ça. Alors, bonne chance, bonne création et au plaisir de vous entendre. Au revoir.